Ça va? C'est bien, hein? On va continuer. Avant ça, je voulais reparler de l'association si jamais il y a des gens qui ont pris le live en route ou qui connaissent pas encore l'association Unie pour Tiphaine. Donc, bienvenue déjà si vous tombez sur nous par hasard ou en cours de route. Donc je vous rappelle que l'association Unie pour Tiphaine, c'est une association qui s'est créée pour soutenir la famille Véron et pour soutenir les recherches de Tiphaine qui a disparu le 29 juillet 2018 à Nikko et dont on est depuis sans nouvelles. Hein. Donc l'association s'est créée il y a déjà 2 ans et demi. Sa dernière AG a eu lieu il n'y a pas très longtemps et vous pouvez visionner la vidéo sur la page Facebook Unie pour Tiphaine et vous verrez donc que la famille a entrepris des recherches, des investigations privées avec un cabinet d'avocats et un détective privé exceptionnel et de très très haute volée. Donc si vous souhaitez adhérer à l'association, c'est très facile. Il y a le lien en commentaire de cette vidéo, de ce live. Et puis si vous souhaitez faire des dons, c'est très facile aussi. Il suffit d'aller sur le site et de se laisser guider. Voilà. Maintenant, on va reprendre la lecture des amis et de la famille de Tiphaine. On va retrouver Marguerite, Anne et Stéphane, la famille Brottier, Lucille, Sibylle, une autre Sibylle, Julie, Fabienne, Cassandra, Asia, Rachel, Marilène, Maxime et Sita. C'est à vous. Bonjour. Ah non, c'est pas ça. Attendez. Attendez, ça arrive. Vas-y. Pour Tiphaine, de la part de Stéphane, Marguerite et Anne Rabani, on est à Lyon et on pense bien à Tiphaine et à toute sa famille. Nous avons choisi un extrait de Cyrano de Bergerac. Eh bien oui, j'exagère. Ah. Mais pour le principe, et pour l'exemple aussi, je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi. Si tu laissais un peu ton âme mousquetaire, la fortune et la gloire... Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui se convient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de se lever par force? Non, merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon, dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire, enfin qui ne soit pas sinistre? Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale? Non merci. D'une main, flatter la chèvre au cou, cependant que de l'autre on arrouve le chou, et d'honneur de s'aîner par désir de rhubarbe, avoir son encensoir toujours dans quelque barbe? Non merci. Se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond, et naviguer avec des madrigaux pour rames, et dans ses voiles des soupirs de vieilles dames? Non, merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant? Non, merci. Ça les faire nommer pape par les conciles, que dans les cabarets tiennent des imbéciles? Non, merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet, au lieu d'en faire d'autres? Non, merci. Ne découvrir de talent qu'aux mazettes? Être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François !» Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter? Non, merci. Non, merci. Non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un vers. Travailler sans souci de gloire ou de fortune, un tel voyage auquel on pense, dans la lune, n'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs se dire « Mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. »
Puis, s'il advient d'un jour triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César. Vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Tout seul, soit, mais non pas contre tous. Comment diable as-tu donc contracté la manie effroyable de te faire toujours, partout, des ennemis? À force de vous voir vous faire des amis, et rire à ces amis comme dont vous avez des foules, d'une bouche empruntée au derrière des poules, j'aime raréfier sur mes pas les saluts et m'écrier avec joie, « Ah, un ennemi de plus !» Quelle aberration! Eh bien oui, c'est mon vice, déplaire est mon plaisir, j'aime qu'on me haïsse. Mon cher, si tu savais comme on marche mieux, sous la pistoletade excitante des yeux, comme sur les pourpoints font d'amusantes taches, le fiel des envieux et la bave des lâches. Vous, la molle amitié dont vous vous entourez, ressemble à ces grands cols d'Italie ajourés, et flottant dans lesquels votre cou s'affémine. On y est plus à l'aise, et de moins haute mine, car le front n'ayant pas de maintien ni de loi, s'abandonne à pencher dans tous les sens. Mais moi, la haine, chaque jour me tuyote et m'apprête. La fraise dont l'emploi force à lever la tête. Chaque ennemi de plus est un nouveau godron qui m'ajoute une gêne et m'ajoute un rayon. Car pareil en tout point à la fraise espagnole, la haine est un carcan, mais c'est une auréole. Fais-moi tout haut l'orgueil et la mer, mais tout bas. Dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas. Ah, tais-toi. Depuis que le monde est monde, certains laissent le sceau du destin condamner la lumière, là où d'autres, par amour, s'évertuent à repeupler les cœurs déserts. Tu n'es pas là, si bien que le ciel gronde et les oiseaux chantent faux, puisque la vie ne merveille plus lorsque sa douceur nous fait défaut. Mais parfois, de la douleur naît l'espoir. Plus le chagrin nous écorche, plus il nous encourage à croire que ce n'est pas possible autrement, qu'avec toi, il y aura bien d'autres moments. Je t'ai reconnu avant d'avoir pu te connaître. Suis-je la plus esseulée des âmes? Car vois-tu, le manque de ta présence se lie au temps qui me condamne. Mais que vaut ma solitude face à la certitude que tes cheveux volent avec le vent, quelque part là où tu nous attends? Sais-tu que chaque coucher de soleil fait naître une légion de cœurs qui battent pour toi? Que ton absence essouffle et meurtrit des visages que tu ne connais pas? Dans un espace où il n'y a plus de temps, s'entremêlent d'innombrables souvenirs que j'ai soigneusement inventés pour que tu continues de rire. Je devine les mots qui font poindre un soupçon de gêne dans tes yeux. Mais comment se garder d'évoquer tes accords mélodieux? Pour toi, l'univers a recueilli mes 1000 confidences. L'une d'entre elles m'a permis d'embrasser l'évidence. Ainsi, chère Tiphaine, l'espoir pourra éclore où il lui plaira, s'il veut bien faire renaître dans tes bras les douces vibrations de Kokoschka. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. « S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. »« Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. »« On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. »« Que faut-il faire, dit le petit prince. »« Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un petit peu plus près. » Le lendemain revint le petit prince. « Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà je m'agiterai et je m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand,
Je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite? Dit le petit prince. C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours. Une heure, des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village, alors le jeudi est un jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous, et je n'aurais point de vacances. Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, « Ah, dit le renard, je pleurerai. »« C'est ta faute, dit le petit prince, je ne souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr, dit le renard. »« Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. »« Bien sûr, dit le renard. »« Alors tu n'y gagnes rien ?»« J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. » Puis il ajouta, « Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu, et je te ferai cadeau d'un secret. » Le petit prince s'en vit revoir les roses. « Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose, vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé, et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres, mais j'en ai fait mon ami, et il est maintenant unique au monde. » Et les roses étaient bien gênées. « Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble, mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les 2 ou 3 pour les papillons. Puis, c'est elle que j'ai écouté se plaindre, ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. » Et il revint vers le renard. « Adieu, dit-il. »« Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. »« L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir. Donc j'ai choisi de lire ce passage du Petit Prince, qui pour moi est un livre qui parle d'amitié, de choses essentielles et d'amour. Et voilà, la rose et le renard me font énormément penser à Tiphaine. Et j'espère que même si je suis dans un endroit très très loin sur la planète, je continuerai à avoir des nouvelles. Et j'espère que 2021 sera l'année où on trouvera toutes les réponses. Voilà. Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose, vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000, l'autre, mais j'en ai fait mon ami. Et il est maintenant unique au monde. Et les roses étaient bien gênées. Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée. Puisque c'est elle que j'ai mise sous globe. Puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent. Puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les 2 ou 3 pour les papillons. Puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre, ou se vanter, ou même quelquefois se taire. Puisque c'est ma rose. Et il revint vers le renard. « Adieu, dit-il. »« Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. »« L'essentiel est invisible pour les yeux ?» répéta le petit prince afin de se souvenir. « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. »« C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, » fit le prince afin de se souvenir. « Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. »« Je suis responsable de ma rose, » répéta le petit prince afin de se souvenir. Bidou. Bonjour, je m'appelle Lucille, je vis à Poitiers et je vais vous lire Sakura de Grace Chang. La fleur du cerisier est née et elle est entrée par la fenêtre de mon rêve. Elle est venue et arrivée dans mon cœur. C'était mes chaînes. Elle est partie de l'arbre, puis elle a trouvé un endroit dans mes mémoires.
mais je n'ai pas su pour la fleur. J'ai pensé, la fleur est une fleur comme les autres. Encore elle est tombée et elle est descendue dans un endroit très très loin. Quand vas-tu revenir vers moi, ma fleur du cerisier? Jamais, jamais, jamais je ne vais me réveiller du rêve que tu as créé. Pourquoi tu es parti? Je ne sais pas la raison, mais maintenant je sais que tu me manques. Rentre, s'il te plaît. Je suis là à t'attendre. Bonjour, je m'appelle Sybille, je suis professeure des écoles dans une école de Poitiers, une école où a travaillé Tiphaine. J'ai choisi de vous lire un poème de Jacques Prévert qui s'appelle Le Cancre et qui est extrait du recueil intitulé Paroles. Le cancre. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il est, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend, et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Jacques Prévert. Julie Ponce, Montgeard. J'ai décidé de vous lire un extrait de Éloquence de la sardine. S'il est assez rare de pouvoir distinguer nettement le chant des baleines, leur voix représente une bonne part du bruit ambiant de la mer, dans tous les océans. Car les baleines, pour se parler à travers l'étendue des mers, savent se faire entendre de très loin. Elles ont développé leur propre téléphone sous-marin pour se parler à distance. Le forfait téléphonique des baleines fonctionne simplement grâce à la pression et à la température. Il y a dans la mer 2 couches d'eau, les eaux superficielles, chauffées par le soleil, et les eaux profondes et froides. À l'interface entre ces 2 zones, appelée thermocline, la température chute brutalement, comme vous l'avez peut-être remarqué en frôlant du pied un de ces courants froids au fond de l'eau lors d'une baignade. Au large, le phénomène est amplifié. L'eau perd d'un coup 20 degrés en quelques dizaines de mètres de profondeur. À cette frontière entre l'eau chaude et l'eau froide, le son est alors piégé. S'il monte vers la surface, il ricochera sur les eaux chaudes, dont la température élevée accélère sa propagation et courbe donc sa trajectoire vers le bas. S'il descend, il rebondira sur les eaux profondes, où la pression est plus élevée, ce qui accélère aussi et courbe sa trajectoire vers le haut. Le son est donc emprisonné par les masses d'eau à la profondeur de la thermocline. Lorsque les baleines chantent, exactement dans ce canal sonore, à la limite entre eau chaude et froide, leur voix fait des ricochets sur la thermocline et se propage alors en ligne droite, sans s'égarer ni s'atténuer, sur des milliers de kilomètres, exactement de la même façon que la lumière se propage lorsqu'elle est piégée dans une fibre optique. Les rorquals communs de Méditerranée utiliseraient ce téléphone, nommé canal sonore profond, pour se donner la sérénade et se fixer des rendez-vous à plus de 2000 km de distance les uns des autres. Il faut être chanceux et au bon endroit pour pouvoir discerner précisément les mélodies du chant des baleines. Mais ces sons se mêlent dans le bruit marin ambiant, et chacun entend leurs notes dans tous les océans en plongeant la tête sous l'eau. Scruter le bruit de l'océan et en analyser les notes est même un moyen pour les cétologues d'évaluer les populations de baleines les plus rares, en écoutant des animaux qui n'est pas toujours possible d'observer directement. Chaque espèce a sa voix et sa longueur d'onde, comme le canal herdien d'une chaîne de radio qui serait dédiée à ces discussions. En 1989, dans le Pacifique, les hydrophones captèrent pour la première fois l'appel de la baleine la plus solitaire du monde. Une baleine émettait des chants caractéristiques des rorquals, mais à une fréquence de 52 Hz, soit l'équivalent de la plus basse note d'un tuba. C'était bien trop aigu pour ses congénères les rorquals, qui communiquent à des fréquences sonores comprises entre 10 et 35 Hz. Par conséquent, cette baleine chante, parle et continue d'appeler ses congénères depuis des décennies, sans réponse. Elle erre esselée dans les immensités pélagiques, et seuls les hydrophones océanographiques entendent chaque année ces appels.
Nul ne sait d'où lui vient cette voix étrange. Certains pensent que cette balette est un hybride entre une baleine bleue et un rorqual commun. D'autres qu'elle a une malformation. D'autres encore qu'elle est née sourde et n'a jamais pu rectifier le son de sa voix. Nul ne sait non plus si dans l'immensité des mers, elle a un jour croisé d'autres baleines, ni ce qu'elle a alors ressenti, les voyant, mais ne pouvant leur parler. Personne n'a pu l'observer, même si l'on peut suivre chaque année sa migration solitaire en l'écoutant. Pour l'homme, la baleine solitaire n'existe que par son chant, ce chant même qu'il a isolé des siens, ce chant qu'elle jette sans relâche, avec espoir, dans le vide du Pacifique. Bonjour Tiffaine, je suis Fabienne, ta petite cousine ou ta petite tante, et je voudrais te lire un extrait de mon livre « Je ne veux pas être jolie ». J'ai 8 ans. Je viens de passer le mois de juillet à l'hôtel du bord des vagues chez oncle Franck et tante Solène, avec les cousins-cousines, Joachim, Nicolas et Gladys. Ma mère est arrivée la veille pour venir me chercher. Le matin, j'ai cueilli des mûres, rien que pour elle, ma maman. Elle adore ça. Cet été-là, je mets encore une minuscule à maman. Ce n'est que 5 ans plus tard que j'ai définitivement opté pour Madame Maman. Nous sommes sur le parking, prêtes à partir. Les bagages sont déjà dans le coffre de la voiture. Ma mère embrasse son frère et lui embrasse sa sœur. Oh, sa sœur qu'il aimerait tant garder avec lui quelques jours de plus. Et elle, sa sœur, aimerait tant aussi rester avec lui plus longtemps. Mais elle ne peut pas. Il sait bien qu'elle ne peut pas. Pourquoi? Disons qu'elle a son travail qui l'attend, maintenant qu'elle va mieux. Elle n'a pas d'autre argument pour lui, ne peut en donner d'autres parce que c'est son frère chéri et qu'elle l'aime par-dessus tout. Elle embrasse sa belle-sœur. Oh, merci pour tout, Solène, merci. Ta fille est un amour, elle revient quand elle veut, répond Solène. Merci beaucoup. Jo, qu'est-ce qu'on dit? Il est midi, et sous le soleil qui tombe droit et raide, tout est poisseux, mes mains, ma bouche de petite fille, et la demande de ma mère. Georgia, ne l'embête pas avec ça, c'est pas grave, dit Solène. Quand elle n'est pas contente, ma mère n'emploie pas mon diminutif, Jo, mais mon prénom tout entier, Georgia. Elle appuie distinctement sur chaque syllabe, et le seul fait de redevenir Georgia sonne comme un reproche. Une saleté de petite fille. Elle s'approche de moi. Une ombre immense couvre mon corps d'enfant et l'enveloppe de ténèbres. Les yeux bleus de ma maman sont devenus noirs, comme la mer qui s'en va au loin parce qu'elle est furieuse. Sinon, pourquoi la mer s'en irait-elle si loin? Qu'est-ce qu'on dit, Georgia? Je ne te le répéterai pas. Maintenant que les yeux de ma maman sont noirs, comme la mer en colère, je ne sais plus très bien pourquoi j'ai cueilli les mûres. Le sac en papier pèse inutilement dans mes mains moites. Alors, j'attends. Merci. Ah, enfin. Merci qui? Merci, tante Solène. Et elle agite son index menaçant. Je le vois aller venir sous mes yeux, annonciateur de terribles punitions. J'ai peur. J'ai tellement peur, maman, quand la mère furieuse s'en va au loin. Tante Solène essaie d'intervenir. Vraiment, Elisabeth, je t'assure, c'est pas grave. Si, c'est grave. Ma mère veut que sa fille soit gentille et polie. Elle attendra le temps qu'il faudra, mais ne bougera pas tant qu'elle n'aura pas entendu ce qu'elle doit et veut entendre de la part d'une petite fille qu'elle espère gentille et polie. Tu dis merci à tout le monde. Tu m'entends, Georgia? Tout le monde. Donc, merci, tante Solène, et merci qui? Oncle Franck. Dis-le. Merci, oncle Franck. Merci, oncle Franck. Et ben voilà, c'est pas difficile. Quelle tête de pioche! Avant d'être une tête d'oiseau, j'ai été une tête de pioche. Oncle Franck et tante Solène ont été gentils, ils t'ont accueilli et se sont occupés de toi pendant un mois, non? Si. Il y a comme une goutte de pluie sur ma joue. C'est pas normal du tout. Si j'avais été la pluie, c'est la joue de ma mère plutôt que la mienne que j'aurais choisie. Tu pleures?
Mais c'est moi qui devrais pleurer, dit ma mère. Tu n'as aucune raison de pleurer. Je veux que tu sois polie. Ça ne suffit pas d'être jolie. Il faut être gentille et polie. Si j'avais pu ne pas être jolie. Si seulement j'avais pu. Si seulement j'avais pu devenir un peu laide et gentille à la place. Et que ma maman ne soit plus en colère parce qu'elle est déjà tellement triste. Si triste depuis que mon papa est parti, je voudrais faire tout comme elle me dit. Et qu'elle ne soit plus fatiguée. Et qu'elle ne me laisse plus du tout un mois à l'hôtel du bord des vagues. Qu'elle ne me laisse plus jamais, même un jour, même une nuit. Surtout pas une nuit. Maintenant que je suis à nouveau gentille, puisque j'ai dit merci, je voudrais qu'elle me prenne dans ses bras, qu'elle me serre fort. Oh oui, très fort. Et qu'elle m'appelle sa petite fille d'amour, ou son petit chat tout gris, comme j'ai entendu tante Solène le dire à ma cousine Gladys. S'il te plaît, maman, prends-moi dans tes bras. Et comme les mots n'arrivent pas à sortir de ma bouche, peut-être le soleil m'a-t-il puni en collant mes lèvres, puisque je ne voulais pas dire merci. Je serre mes mains l'une contre l'autre, je croise mes doigts très fort, comme on m'a appris à le faire pour dire la prière. Maman, je t'en prie. Tout à coup, je sens que ça coule, chaud, le long de mes jambes et sur mes pieds nus, comme du pipi, sauf que c'est rouge, comme du sang. Ma mère crie d'une voix très aiguë que je ne lui ai jamais entendue, même lorsqu'elle a supplié mon père de ne pas partir de la maison. « Qu'est-ce que t'as fait, mon Dieu? Qu'est-ce que tu as fait ?» Puis, elle voit le sac de mûres écrasé qui goûte. Elle pourrait se mettre à pleurer de soulagement, mais elle se reprend, saisit ma main, retrouve sa voix normale. C'est pas grave, non. Rien de grave. Coucou Tiffen, c'est Cassandra, ta petite cousine. Je vais lire pour toi un poème du recueil La Nuit remue de Henri Michaud. Et ce poème, il s'appelle La paresse. L'âme adore nager. Pour nager, on s'étend sur le ventre. L'âme se déboîte et s'en va. Elle s'en va en nageant. Si votre âme s'en va quand vous êtes debout, ou assis, ou les genoux ployés, ou les coudes, pour chaque position corporelle différente, l'âme partira avec une démarche et une forme différentes. C'est ce que j'établirai plus tard. On parle souvent de voler. Ce n'est pas ça. C'est nager qu'elle fait. Et elle nage comme les serpents et les anguilles, jamais autrement. Quantité de personnes ont ainsi une âme qui adore nager. On les appelle vulgairement des paresseux. Quand l'âme quitte le corps par le ventre pour nager, il se produit une telle libération de je ne sais quoi, c'est un abandon, une jouissance, un relâchement si intime. L'âme s'en va dans la cage d'escalier ou dans la rue suivant la timidité ou l'audace de l'homme, car toujours elle garde un fil d'elle à lui, et si ce fil se rompait, il est parfois très ténu, mais c'est une force effroyable qu'il faudrait pour rompre le fil, ce serait terrible pour eux, pour elle et pour lui. Quand donc elle se trouve occupée à nager au loin, par ce simple fil qui lie l'homme à l'âme, s'écoulent des volumes et des volumes d'une sorte de matière spirituelle, comme de la boue, comme du mercure, ou comme un gaz, jouissance sans fin. C'est pourquoi le paresseux est indécrottable, il ne changera jamais. C'est pourquoi aussi la paresse est la mère de tous les vices. Car qu'est-ce qui est plus égoïste que la paresse? Elle a des fondements que l'orgueil n'a pas, mais les gens s'acharnent sur les paresseux. Tandis qu'ils sont couchés, on les frappe, on leur jette de l'eau fraîche sur la tête, ils doivent vivement ramener leur âme. Ils vous regardent alors avec ce regard de haine que l'on connaît bien et qui se voit surtout chez les enfants. Bonjour Tiffen, c'est Asia. Je vais réciter pour toi le bouquet de Jacques Prévert. Que faites-vous la petite fille avec ses fleurs fraîchement coupées? Que faites-vous la jeune fille avec ses fleurs séchées? Que faites-vous la jolie femme avec ses fleurs qui se fanent? Que faites-vous la vieille femme avec ses fleurs qui meurent? J'attends le vainqueur. Salut Tiffen, c'est Rachel, ta petite cousine, et je vais te lire un poème de Paul Éluard qui s'appelle Printemps. Il y a sur la plage quelques flaques d'eau. Il y a dans les bois des arbres, fous d'oiseaux. La neige fond dans la montagne, les branches des pommiers brillent de tant de fleurs que le pâle soleil recule. C'est par un soir d'hiver dans un monde très dur que je vis ce printemps près de toi, l'innocente. Il n'y a pas de nuit pour nous.
Rien de ce qui périt n'a de prise sur toi, et tu ne veux pas avoir froid. Notre printemps est un printemps qui a raison. Il y avait déjà bien des années que de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi. Quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord, et je ne sais pourquoi, je me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus, appelés petites madeleines, qui semblaient avoir été moulés dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée, mêlée des miettes du gâteau, toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender? Je bois une seconde gorgée, où je ne trouve rien de plus que dans la première. Une troisième, qui m'apporte un peu moins que la seconde. Il est temps que je m'arrête. La vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui, mais en moi. Marcel Proust, du côté de chez Swann. Je vous embrasse. Pour la nuit de la lecture et pour Tiffaine, nous avons choisi un livre qui s'appelle La petite poule qui voulait voir la mer. Et c'est parti. Au poulailler, c'est l'heure de la ponte. Sous le regard attendri de leur maman, les petites poules s'appliquent et se donnent beaucoup de mal. Seule Carmela refuse de faire son œuf. Pondre, toujours pondre, proteste-t-elle. Il y a des choses plus intéressantes à faire dans la vie. Carmela préfère écouter Pedro le cormoran lui parler de la mer. Pedro a beaucoup voyagé, et même s'il est un peu menteur, la petite poule adore les histoires merveilleuses qu'il raconte. Un jour, moi aussi j'irai voir la mer, se dit la petite poule. Un soir, au moment de regagner le poulailler pour aller dormir, Carmela se révolte. Je refuse d'aller me coucher comme les poules. Moi, je veux aller voir la mer. Aller voir la mer? Et pourquoi pas voyager pendant que tu y es? Le père de Carmela n'a jamais entendu quelque chose d'aussi stupide. Est-ce que je voyage, moi? Apprends, Carmela, que la mer n'est pas un endroit convenable pour une poulette. Allez, au nid! Cette nuit-là, Carmela ne parvint pas à retrouver le sommeil. Soudain, n'y tenant plus, elle se lève. C'est décidé, je pars voir la mer. Carmela regarde une dernière fois son papa, sa maman, ses frères et ses sœurs, ses cousins, ses cousines, et quitte le poulailler sans bruit. Courageusement, Carmela s'enfonce dans la nuit. Elle marche longtemps, si longtemps que bientôt elle ne sent plus ses pauvres petites pattes. Mais au matin, ses efforts sont récompensés. Arrivée au sommet
d'une dune, elle aperçoit enfin la mer. Carmela est éblouie par le spectacle merveilleux qui s'offre à ses yeux. « Comme c'est beau !» s'écrie la petite poule. « Encore plus beau que ce que m'a raconté Pedro. » Impressionnée par les immenses vagues, Carmela hésite à entrer dans l'eau. Elle commence par faire des châteaux de sable, ramasse des coquillages, déguste des crevettes, puis elle se jette à la mer, elle boit la tasse, gloup gloup, et tous crache, fait la planche, nage, plonge, glisse, et fait même pipi dans l'eau, et elle rit, Le jour commence à baisser, et Carmela songe à rentrer au poulailler. Mais, horreur! La côte a disparu! Impossible de retrouver la terre ferme! Papa! Maman! Hurle la petite poule. Personne ne répond. Écrasée de fatigue, Carmela s'endort, perdue dans l'immensité de l'océan. Soudain, Carmela est tirée de son sommeil par des cris perçants. Poule, poule, à la mer! 3 formidables navires viennent surgir, 3 belles caravelles. C'est le grand Christophe Colomb en personne qui fait route vers le Nouveau Monde. Tout à coup, une vague énorme projette Carmela sur le pont de la Santa Maria. « Plumez cette volaille et faites-la cuire !» ordonne le capitaine. Carmela refuse d'être mangée. Elle raconte alors son incroyable voyage pour impressionner Christophe Colomb. « Ça suffit !» s'emporte Christophe Colomb. « À la casserole !»« Attendez, capitaine !» s'écrie Carmela. « Un œuf ! Je promets de pondre un œuf frais chaque matin pour votre petit déjeuner. Ce sera l'œuf de Christophe Colomb. » Elle se mord aussitôt la langue. « Pondre un œuf ? Aïe aïe aïe, je n'ai jamais fait ça !» Et maman qui n'est pas là pour me montrer comment on fait. Oh, ce ne doit pas être si compliqué. Elle se met à l'ouvrage. Ça y est, j'ai réussi, facile. J'ai pondu un œuf. À bord de la caravelle, les semaines passent. Un matin, alors qu'elle pond son 31e œuf, la petite poule aperçoit une plage et une immense forêt à l'horizon. Carmela vient de découvrir l'Amérique. Vite, vite, trouvez un bon coin où gratter. Voilà des semaines que je rêve d'un bon ver de terre bien frais. À l'ombre des grands arbres, un petit coq l'observe. Ça alors, une poulette blanche. Carmela s'avance un peu, intimidée. Bonjour, je m'appelle Carmela. Moi, c'est Petit Coq. Je viens d'un lointain poulailler, là-bas de l'autre côté de la mer. Ouh là là, tu viens de loin, ce que tu es rouge, Petit Coq. Et toi, ce que tu es belle, Carmela. Viens, je vais te présenter mes parents. Papa, maman, devinez qui vient dîner. Ce soir, en l'honneur de Carmela, c'est la fête au poulailler. Petit Coq, je voudrais te demander, pourquoi les poules de chez vous ont-elles le derrière tout nu? Oh, c'est la coutume. Les Indiens utilisent nos plus jolies plumes pour se faire beau. Suis-moi dans ma cachette secrète, Carmela, on sera plus tranquille. Chouette! Dis, je peux reprendre de ces bonbons jaunes? Mais ce n'est pas des bonbons, c'est du maïs. Petit Coq veut tout savoir sur Carmela. Tu as des frères, des sœurs, comment est ta maison? Carmela lui parle de son vieux poulailler et de son grand ami Pedro le cormoran. Ce qu'elle est drôle, pense Petit Coq. Carmela, oui, Petit Coq, si tu es d'accord, demain, je t'emmène visiter mon pays. Et voilà parti, et les voilà partis sous la conduite de Petit Coq. Au fil des jours, ils découvrent qu'ils s'amusent des mêmes choses. Ils n'ont jamais été si heureux. Petit Coq, t'entends le tambour des Indiens? Mais non, c'est mon cœur qui bat très fort car tu es près de moi. Carmela et Petit Coq sont de retour au poulailler, des poules rouges. Ils ne se quittent plus. Ouh, les amoureux, ouh, les amoureux. Le temps passe vite. Christophe Colomb a fait hisser les voiles de son navire. Il est temps d'embarquer. Petit Coq aime tellement Carmela qu'il a décidé de partir avec elle. Il fait ses adieux à toute la famille.
Bouh, pleurniche sa maman. On élève son bébé, et puis un jour il vous quitte. Après plusieurs semaines, Piticoque et Carmela arrivent enfin devant le vieux poulailler. Et regardez qui nous revient. C'est Carmela. Carmela est de retour. Maman, mon poussin, laisse-moi te regarder. Comme tu as grandi, tu es devenue une vraie dame. Et qui est ce jeune poulet si charmant? Je m'appelle Piticoque, monsieur. Bienvenue dans notre poulailler, mon grand. Au printemps suivant, Carmela et Piticoque assistent très émus à la naissance de leur premier enfant. Un mignon petit poussin qu'ils décident d'appeler Carmelito. Quelques mois plus tard. Carmelito, c'est l'heure de rentrer. Déjà, encore une petite minute, je regarde scintiller le ciel dans la nuit. C'est l'heure d'aller dormir. Dormir, toujours dormir. Je refuse d'aller me coucher. Comme les poules, proteste Carmelito. Il y a des choses plus intéressantes à faire dans la vie. Moi, je veux aller dans les étoiles. Moi, j'aime bien cette histoire de poule. Et j'aime bien Sita, comment tu la racontes.